Tucson, Arizona. En 1983, un cas présumé de poltergeist fait la manchette à la station de télé locale. Richard Burr Bigler et sa famille sont des otages dans leur maison. Depuis qu'ils ont aménagé dans ce secteur isolé à l'est de Tucson il y a 60 jours, leur maison est bombardée de pierres lancées par un attaquant inconnu en provenance du petit boisier qui entoure leur maison. Cela s'est produit toutes les nuits pendant les 7 dernières semaines. Et depuis 2 semaines, cela se produit nuit et jour. La police avoue avoir été incapable de trouver quelques traces du présumé attaquant. Les recherches continuent et les Burr Bigler vivent dans la peur. Un poltergeist a apparemment tout saccagé dans une maison à Swansea en 1965. Les meubles ont volé de tous côtés et les objets ont été lancés en l'air, selon l'occupante des lieux, Marcia Howell. Je suis allée à l'arrière dans la cuisine et comme j'ouvrais la porte, cette bouteille a volé vers moi. Il va de soi que j'ai aussitôt fermé la porte pour me protéger. Je l'ai ouverte de nouveau et j'ai vu une autre bouteille. Alors j'ai pris les enfants et je suis sortie de la maison en courant. Au moment où je suis sortie, mon mari arrivait à la maison. Il s'est précipité à l'intérieur et il a constaté que tout était sans dessus-dessous. C'était terrible. Le divan, la télé, tout a été projeté au milieu de la pièce. J'ai grimpé l'escalier en courant et lorsque je suis arrivée en haut, la chambre à coucher était sans dessus-dessous. Le lit de mon petit garçon était à l'envers. S'il avait été dedans, il aurait été tué. Les policiers ont dû défoncer la porte pour entrer. Ils ne peuvent pas expliquer ce qui s'est passé. Comme je vous l'ai dit, ça ne peut pas avoir été fait par un humain. Je ne pouvais pas descendre de la chambre d'en avant à la cuisine alors que les policiers ont dû défoncer la porte. L'adolescente roumaine Eleonora Dzugun a déclaré avoir été attaquée par un poltergeist qui l'a mordue et griffée. Des traces d'égratignures se sont apparemment gonflées sur son corps devant les yeux des enquêteurs durant les années 20. 50 ans plus tard, on rapporte d'étranges phénomènes dans une usine de Manchester. Les médias y font écho. On a dû cesser de travailler la nuit parce que les hommes ont trop peur de rester dans ces entrepôts pendant les nuits. Ce qui est bizarre, c'est qu'une pièce en acier pesant peut-être 1 livre a été lancée sur un panneau d'aluminium et que cela n'a fait aucune bosse ni laissé la moindre trace. Une maison, une usine. C'est déjà passablement énigmatique, mais au moins le phénomène est circonscrit. Alors imaginez ce que peuvent vivre et subir les résidents de tout un quartier urbain qui devient littéralement la cible de ces présumés esprits tapageurs. Surtout lorsque cela persiste pendant plusieurs années. Thornton Road, à Birmingham. Un quartier de banlieue des plus paisibles, du moins en apparence. 5 de ces maisons sont assiégées. D'une nuit à l'autre, elles sont bombardées de pierres. Cette pluie des plus bizarres dure depuis plus de 6 ans. Toutes les vitres ont été brisées, ce qui a obligé les résidents à ériger des barricades pour protéger leur maison. Les pierres semblent provenir de nulle part. Pourtant, les dommages qu'elles causent sont bien réels. Non seulement aux bâtiments, mais aussi aux nerfs des occupants et à leur compte en banque. Toutes les vitres ont été brisées, sauf celles des 2 fenêtres du garage. Elles doivent mesurer 14 pieds. C'est du verre trempé qui coûte environ 700 livres sterling à remplacer. Nous les avons toutes remplacées par des carreaux grillagés. 4 autres carreaux ont été brisés depuis. La plupart des fenêtres de la véranda ont été brisées. Cela nous a coûté plus de 500 livres sterling. Plusieurs autres vitres ont été cassées et nous avons grillagé toutes ces fenêtres il y a près d'1 an. Les policiers de Birmingham avouent qu'ils sont déroutés. Inspecteur principal Len Turley. À mon arrivée ici, il y a environ 12 mois, j'ai pensé que je pourrais confier cette affaire à 2 policiers et qu'elle serait une affaire classée au bout d'un jour ou 2. Ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Cette affaire est typique d'un poltergeist. Sa particularité la plus inquiétante, c'était que les pierres semblent littéralement tomber du ciel. Soupçonnant des vandales, les policiers ont fait le guet dans les cours arrière et les jardins, mais cela n'a rien donné. Aucun être humain ne semblait lancer les pierres. On continue pourtant la surveillance dans Thornton Road toutes les nuits.
Jusqu'ici, nous avons probablement dépensé quelques 3500 personnes-heures en observation et en enquête dans le secteur de Tarleton Road. Les cours arrière de ces 4 maisons de Tarleton Road ont pratiquement l'air d'un champ de bataille. Et les indices sont difficiles à trouver. Voici un échantillonnage de ces pierres. Celle-ci est de taille moyenne. Comme vous pouvez le constater, elle est assez grosse. C'est un galet. On dirait qu'il vient du bord de la mer, mais ce n'est pas le cas. Il y en a plein dans la cour arrière des maisons du quartier. Ce qui est intéressant à propos de cette pierre et de toutes les autres que nous avons eues, c'est qu'elles semblent toutes avoir été lavées ou brossées. Aucune d'elles ne comporte de saleté. Nous avons posté des officiers de police qui sont demeurés cachés de 18h à 2 ou 3 heures du matin, par toutes sortes de conditions météorologiques. Ils se sont postés sur les toits des maisons voisines et tout ce que nous pouvons dire, c'est qu'à certains moments, les officiers ont entendu ce qui leur a semblé être des pierres qui frappaient le toit ou le mur arrière des maisons. Et chaque fois que nous avons fait ces observations, nous n'avons vu personne. C'est comme si quelqu'un nous épiait. On monte se coucher et dès qu'on apparaît à la fenêtre pour tirer les rideaux, on reçoit une volée de pierres. C'est vraiment inquiétant, parce que c'est comme si quelqu'un vous épiait sans arrêt. Je ne sais vraiment pas ce qui se passe ici. Ça dure depuis 18 mois et nous n'avons aucun indice quant aux auteurs de tout cela. Jusqu'ici, cette année, nous avons arrêté 1997 criminels. Pendant que nous menions cette enquête sur Tarleton Road, nous avons résolu 5 meurtres, dont 2 cas extrêmement compliqués qui ont nécessité une longue enquête. Nous avons eu recours à la même expertise pour l'enquête sur les lancements de pierres que pour ces autres incidents. Mais nous n'avons pas fait de progrès dans l'enquête sur les pierres. Dans tous les cas précédents, on n'a aucune idée de la provenance. Rien ni personne ne peut être associé à ces événements étranges et inquiétants. Mais ce n'est pas toujours le cas. Il arrive que ces phénomènes se produisent uniquement lorsqu'une certaine personne est présente. Une personne qui semble être, en quelque sorte, l'agent déclencheur du phénomène. Le phénomène ne se produit que lorsque cette personne est là, et jamais lorsqu'elle n'y est pas. Dans ce pub de Yorkshire, on parle encore d'un poltergeist taquin. En 1965, Michael Collingridge était alité à la suite d'une amie d'Ali. On lui a donné une canne pour qu'il puisse en frapper pour appeler. Un jour, il jure que la canne s'est envolée et qu'elle a valsé tout autour de la pièce. Pour les médias, la canne dansante était une merveille du psy. Michael n'oubliera jamais comment cette étonnante bouffonnerie a débuté. Soudain, je me suis rendu compte que la canne se déplaçait à la tête du lit. Cela semble tout à fait incroyable, mais le haut de la canne avançait et reculait. L'étrange phénomène alimente encore les conversations des habitués du Cranberry. Elle se promenait de long en large à la tête du lit. Puis elle se redressait et donnait des coups en suivant un air de musique. Diverses personnes sont venues et lui ont demandé de jouer des airs différents. Ils étaient reconnaissables. Je me souviens d'avoir reconnu Jingle Bells. Elle tapait 2 fois pour répondre non et 1 fois pour oui. Je lui posais des questions et elle répondait en tapant. Alors je lui ai demandé qui serait le vainqueur dans la première course le lendemain. Mais alors rien. On a radiographié la canne à l'hôpital local, mais on n'y a rien trouvé. Aucun mécanisme secret pour tour de prestidigitation. On surveillait néanmoins Michael de près. Je me souviens que quelqu'un a dit « Est-ce que vous allez sortir vos mains de sous les draps ?» Et je l'ai fait. Je pense qu'en fait, je n'avais qu'une main sous les draps. J'ai mis les 2 mains sur le lit et la canne a continué à se déplacer. Je me suis alors assis à la tête du lit et je me souviens de cette canne qui était là derrière moi et qui bougeait toujours. Un jour, j'y suis allé avec mon père. Nous avons défait le lit, il n'y avait aucun fil, rien.
Mais je pense toujours que Michael le faisait. Est-ce que c'était toi qui le faisais, Michael? Non, non, je ne faisais rien. Ça n'avait rien à voir avec moi. Bien, c'est un bon coup. Dans le Cambridgeshire, d'autres cas de poltergeist présumés étaient plus énigmatiques. Quelqu'un a proposé une hypothèse très vraisemblable il y a quelques années. Dans les années 60, tous les printemps, une trentaine de malades venaient suivre des traitements dans la clinique d'Arcachon, réputée pour son calme et la qualité de ses soins. Ils tentent d'y soigner leur tuberculose, une maladie qui à l'époque était souvent mortelle. Ce matin de mai, alors que les patients prennent l'air sur la terrasse, ils vont être la cible de curieux projectiles. D'où viennent tous ces cailloux? S'agit-il d'un problème de toiture ou d'une farce de mauvais goût? Les infirmiers s'empressent de mettre les malades à l'abri. Les jets de pierre recommencent à plusieurs reprises. On finit par les attribuer, sans les expliquer, à une jeune patiente appelée Angelina, au comportement étrange. À son départ, tout s'arrête. Le docteur Queneau, le directeur du sanatorium, s'apprête, comme tous les jours, à rendre visite à ses malades. Depuis le matin, une autre jeune fille occupe la chambre d'Angelina. Jacqueline. De quoi s'agit-il? Dorsalgie bénigne, docteur, sans lésion organique apparente. Bien. Ben, on va examiner tout ça. Monsieur Queneau était charmant avec tous les malades. Bon, c'est sûr qu'une jeune fille, elle était mignonne. Il s'en intéressait peut-être un peu plus que les autres, mais enfin... Au sanatorium, tout est redevenu tranquille. Comme chaque jour, les infirmiers amènent les patients dans le jardin, car l'air pur qu'ils y respirent est indispensable à leur traitement. Soudain, ils sont alertés par des bruits étranges tout autour d'eux. Ils réagissent immédiatement, car ils reconnaissent le bruit caractéristique de la pluie de pierres et de cailloux qui s'était produite à plusieurs reprises auparavant. Cette fois, les malades sont pris de panique. D'où cela provient-il? Pierre Colette, qui habite près de la clinique, a été témoin de la scène. J'ai vu effectivement des pierres, des jets de pierres comme si on lançait des pierres. On ne peut pas dire qu'on lançait les choses de manière brutale pour toucher les gens. Et paraît-il, ça ne touchait personne. Les chutes de cailloux s'intensifiant au fil des semaines, les patients préfèrent rester dans leur chambre. Personne n'a encore trouvé d'explication au phénomène. Mais on a tout de même remarqué que les chutes de pierre se produisent toujours en présence de Jacqueline, comme on l'avait remarqué pour Angelina. On se demande si elle n'a pas pris le relais de l'autre jeune femme. Dans le temps, ces gars des gens comme toi, moi je sais, dès qu'il y a un crime commis sur la Riviera, nous sommes le premier à être suspectés. Pour la première fois, les cailloux tombent à l'intérieur même de la clinique. Et cette fois encore, Jacqueline n'est pas loin. Excusez-moi, mais j'aurais voulu vous emprunter un livre pour la nuit. Comment expliquer ce qui s'est passé dans la chambre, puisque le malade y était seul et que tout était fermé? On se borne tout simplement à constater dans ces histoires de poltergeist que, en général, les manifestations se produisent quand entre en scène une jeune femme ou un jeune homme souffrant de troubles psycho-affectifs sérieux, ce qui était le cas de l'intéressé. Est-il possible que les sentiments de Jacqueline pour le docteur Queneau la déstabilisent au point qu'elle provoque inconsciemment tous ces phénomènes? Est-ce parce qu'il est indifférent à son égard? Alerté par son ami, le docteur Raget, Alain Queneau commence à prendre cette affaire très au sérieux. Il fait appel à Robert Tocquet, professeur à l'école d'anthropologie et président de l'Institut métapsychique international. Entre-temps, le docteur Queneau continue le traitement de Jacqueline comme si de rien n'était. Mais il est de plus en plus conscient des regards étranges de la jeune fille. Il en vient à se demander si elle n'est pas à l'origine du phénomène. Il y avait des phénomènes qu'on ne peut pas expliquer, mais qui se produisaient, c'est certain. Si M. Tocquet s'y est intéressé, c'est que quand même, c'est un éminent professeur qui avait quelques raisons de le faire. Il est venu à la clinique passer une nuit, justement, pour écouter ces bruits divers que certains malades entendaient la nuit.
4h du matin, j'ai eu 4 coups frappés à ma porte. Au 3e, j'ai ouvert la porte et le 4e coup retentit alors que je tenais la porte. La saison est maintenant finie et les cures s'achèvent. Les malades vont tous partir d'ici quelques jours. Au fond d'eux-mêmes, ils sont soulagés de quitter cet endroit qu'ils croient maudit. Mais pour Jacqueline, qui part le jour même, c'est une déchirure. Jusqu'au dernier moment, tout le monde a peur que les jets de pierre inexpliqués se déclenchent à nouveau. Car maintenant qu'ils ont la certitude qu'il ne s'agit pas d'une plaisanterie, ces pierres qui surgissent de nulle part leur paraissent encore plus terrifiantes. Eh bien, la conclusion de leur enquête, elle a été assez claire, je crois. Il a été démontré que c'était une jeune femme, je crois qu'elle s'appelait Jacqueline R., qui souffrait de troubles psycho-affectifs, qui semblait bien être la personne déclenchant des phénomènes, ou du moins polarisant des phénomènes.